Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Frontal. Le Maroc est un pays qui évolue vite et qui se transforme en profondeur sur tous les plans économiques, politiques, social et sociétal. Mais cela, comme dans toute société vivante et vivace, entraîne des polémiques, des controverses. Les gens discutent et parfois même, souvent, se disputent. La société marocaine est profondément attachée à son histoire et à ses traditions, mais elle est également ouverte sur l'extérieur, étant une terre d'accueil de migrants, mais aussi une terre d'émigration. Plusieurs courants traversent cette société, balayant les spectres conservateurs ou modernistes dans leur totalité. Cela crée des dissensions qui sont au final réglées dans la loi ou dans la pratique. La tradition se réconcilie avec la modernité et la dialectique entre conservateurs et progressistes fait avancer les choses par paliers, progressivement, en silence ou à bas bruit, mais dans l'assentiment de tous. Dans cette émission sur la sécularisation de la société marocaine, nous conduirons un débat entre deux intellectuels qui peuvent être rattachés à chacun des deux camps, si on peut appeler ça des camps, et nous essayerons de confronter leurs points de vue. Cheikh Ahmed Assid, bonsoir. Bonsoir, c'est Aziz. Merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba. Vous êtes écrivain, vous êtes aussi militant de droits humains, bien connu sur la scène sociale et sociétale marocaine. Merci d'être avec nous. Docteur Talal Hello, bonsoir. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes aussi connu dans la sphère économique et financière. Vous êtes professeur, vous êtes auditeur charia certifié AOIFI. AOIFI, bon, l'acronyme est en anglais, c'est le principal organisateur dans le monde pour les normes de la finance islamique. C'est bien ça. Exact. Et vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages sur la finance islamique. Merci à vous d'être avec nous. Alors, on va commencer d'abord par la projection de notre sujet sur la sécularisation ou non de la société marocaine et on démarre notre débat aussitôt après. À tout de suite. Au Maroc, on parle souvent de gauche et de droite, mais la vraie fracture est sociétale, pas politique. Deux camps s'opposent, les progressistes et les conservateurs. Le Maroc, selon sa constitution, est une nation arabe, amazigh et musulmane avec une identité multiple. Cette diversité nourrit les débats dans la société. Le pays évolue, mais il avance entre ces deux visions opposées. Les progressistes défendent l'égalité des genres au nom de la justice sociale. Les conservateurs s'appuient sur la tradition ou la religion pour justifier leur refus. Cette opposition se retrouve aussi dans l'éducation. Que faut-il enseigner aux enfants? Dans quelle langue? Faut-il renforcer l'éducation civique face à l'enseignement religieux? Même en finance, les points de vue divergent. Certains refusent l'emprunt, d'autres travaillent avec les banques sans problème. Les libertés individuelles sont aussi au cœur du débat. Faut-il changer les lois actuelles ou les conserver? Le monde culturel est également touché, comme l'a montré la polémique autour du concert d'El Grande Toto. Certains parlent d'art propre, mais que signifie vraiment ce terme? Enfin, les réseaux sociaux divisent aussi. Faut-il limiter l'accès des jeunes à Internet? Ces questions seront débattues sur le plateau de Frontal. Cheikh Ahmed Assid, commentaire sur le sujet? Certes, le Maroc essaye de gérer sa diversité, essaye de maintenir des équilibres internes entre toutes les tendances. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette phase de l'histoire que nous traversons, il y a de nouvelles questions, de nouveaux paradigmes. Il y a également un avenir inconnu qui pose beaucoup de questions, avec beaucoup de craintes, beaucoup d'anxiété et aussi beaucoup de violence. Donc, je crois que le grand capital pour les Marocains, c'est le débat national. C'est le débat public national. C'est un capital qu'il faut conserver. Il faut rester unis et laisser le dialogue entre toutes les tendances pour qu'ils se rapprochent, pour qu'ils échangent également. Parce que le Maroc, ça a été, à travers son histoire, un carrefour de civilisation, de langues, de religions. Et c'est à travers ce dialogue-là que le Maroc a su consolider sa cohésion sociale jusqu'à présent. De la discussion, j'ai la lumière, disaient les anciens. Absolument. On peut résumer votre propos. C'est Talal Hello.
Alors moi j'aime beaucoup la rigueur, du coup il y a un terme qui a attiré mon attention, c'est se transforme. Est-ce qu'on se transforme ou est-ce qu'on est transformé? C'est-à-dire par exemple on a parlé de l'immigration, d'un point de vue libéral, il n'y a aucun problème à ce que toutes les cultures se mixent, à ce qu'il y ait une déculturation, ça ne pose pas de problème. Mais en réalité des conséquences sont là, on les remarque, on a un certain nombre de phénomènes qui sont liés à cela, comme la violence dans certains quartiers, la diffusion de drogue, parfois des églises clandestines qui posent problème, et aussi la question qui a été évoquée de progressisme. Moi, je pense que le musulman est par définition progressiste. C'est-à-dire que dans tout ce qui est domaine de l'innovation, que ce soit économique, sociale, politique, etc., le principe c'est que tout est permis, jusqu'à preuve du contraire. Mais est-ce qu'on va aller dans ce progressisme jusqu'à ce que disait Russell, Bertrand Russell bien sûr, que vous connaissez, est-ce qu'il disait il faut détruire la religion? Est-ce qu'on va aller avec le progressisme jusque-là? Et est-ce que tout progressisme est bon? Et là je relève une intervention qui avait attiré mon attention de si Ahmed Hassid, qui disait qu'effectivement, on pratique de la pression à l'intérieur, mais il nous faut de la pression extérieure. Donc moi, j'aimerais lui poser la question, cette pression extérieure, dans quelle mesure on peut demander de la pression extérieure sur notre pays? Parce que la pression, en général, c'est contre quelque chose. Donc pourquoi demander de la pression extérieure? Quel modèle a-t-on? Vers quel modèle veut-on aller dans un modèle de société, justement, dans lequel il y a ce débat? J'aurais bien aimé répondre à cette question, mais elle ne m'est pas adressée. Vous adressez à vous, Ahmed Hassid. Oui. Non, je n'ai pas parlé de pression de l'extérieur. J'ai parlé de la responsabilité des Marocains à, c'est-à-dire, consolider leur union nationale, c'est-à-dire le débat interne entre Marocains et Marocains. L'extérieur, c'est autre chose. Mais je crois que le grand capital, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour nous, c'est le débat public et national. Et ce dialogue national, on doit le maintenir parce qu'il y a des forces qui essaient de le casser, des forces de l'intérieur, je ne parle pas de l'extérieur. Et bien entendu, si on arrive à maintenir ce débat entre nous, on pourrait arriver à des conclusions qui sont très intéressantes au profit de notre pays. Quand vous dites des forces à l'intérieur qui essaient de le casser, vous pensez à qui? Je pense à toute cette violence, parce que depuis l'apparition des réseaux sociaux, tout le monde a la liberté de parler, c'est un aspect de démocratie, que tout le monde s'exprime librement, mais malheureusement il s'exprime sans responsabilité. La liberté est liée à la responsabilité, il y a des limites. On ne peut pas se donner le droit de tout casser, parce que j'exprime mon opinion. Je peux exprimer mon opinion pour construire quelque chose, mais pas pour détruire ce qu'on a déjà construit. D'accord. Vous savez, je pense que la pression extérieure, docteur Helou, c'est aussi le fait que la société marocaine soit ouverte sur l'extérieur et que nous avons forcément, il y a une dialectique avec l'extérieur qui se passe. C'est peut-être ça ce qu'on peut considérer comme une pression. Alors, on passe à l'autre. En fait, oui. Excusez-moi, mais je faisais référence à une interview que M. Hassid avait eue dans une radio, pas d'accord. Il disait qu'on faut de la pression intérieure, il nous faut de la pression extérieure. Maintenant, je comprends. Alors, j'aimerais bien clarifier ce point, si vous voulez. Après, on va passer aux autres. Non, mais la réponse était tout à fait claire. Était bonne. Alors, on passe à notre première des questions. Alors, c'est la Constitution marocaine qui dit en son article 19, en deux parties. Là, selon l'article 19, je vais vous lire deux parties. La première, c'est « L'homme et la femme jouissent à égalité des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental. » Deuxième, l'État œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes. Alors, est-ce que cette parité est respectée? Est-ce qu'elle doit l'être? Écoutez, on a un principe en islam, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, la question, c'est est-ce que cette égalité est totale et absolue? Bien sûr que non. On a des choses dans la Constitution, dans la loi, qui limitent cette égalité, comme par exemple le congé parental, la pension, le nafaqa, le mut'a, des choses comme ça qui font que de toutes les manières, il n'y a pas une égalité totale. Elle est donc cadrée. Par exemple, on n'a pas à vendre à un musulman de l'alcool. Les musulmans, selon le code des obligations et des contrats, ne peuvent pas faire un prêt à intérêt entre eux. Donc pour être un petit peu clair, il faut se poser la question sur quel référentiel on est quand on a cette demande d'égalité. On a des institutions capitalistes internationales qui veulent plus de production, qui veulent plus de consommation. Et pour eux, le fait de faire sortir la femme sur la sphère publique et professionnelle est nécessaire
comme disait Rockefeller, pour avoir plus de taxes, entre autres, mais aujourd'hui pour avoir plus de crédit, pour avoir plus de consommation, etc. Qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça nous donne des taux de divorce qui explosent, et là ce sont les statistiques qui parlent. On a des taux de célibat qui explosent, on passe de 42% en 2011 à 70% en 2019, 8 millions de célibataires, et en pratique la femme, en réalité, elle est épuisée parce qu'elle a beaucoup de pression dans cette égalité. Non seulement elle doit jouer le rôle de l'homme, en plus de cela, elle doit être jolie comme dans les affiches publicitaires, ça doit être une bonne ménagère, ça doit être une très bonne épouse, ça doit être une femme efficace au travail avec le leadership qu'il faut, ça doit être une très bonne maman. Aussi pour l'homme, donc ça fait qu'en réalité, il y a une explosion interne. Et ça rend beaucoup de tension dans les foyers. C'est pour ça qu'on a une étude de Stevenson de l'Université de Michigan en 2008 qui montre que, avec l'augmentation de l'égalité homme-femme, le bonheur des femmes diminue. C'est-à-dire que les femmes sont de moins en moins heureuses depuis les années 70. Et donc, pour rester dans le cadre des études scientifiques, on se pose la question. Est-ce que cette égalité est réelle d'un point de vue chimique et biologique? Non. Les neurosciences ont montré que les interactions, les hormones qu'on sécrète sont différentes et l'impact des hormones sur le cerveau et même la formation du cerveau est différente. Donc l'homme, par exemple, sécrète 17 fois plus de testostérone. L'hormone du risque, l'hormone du désir, l'hormone de la musculature, ça a des implications. Donc est-ce qu'on veut une égalité absolue où on aura autant de femmes que d'hommes dans les prisons, dans les travaux pénibles, dans les travaux dangereux, dans le crime? Non, on a une réponse du Coran. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما كسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. Donc ليس الذكر كالأنثى, on a deux versets. Et c'est là où on pose la question, quel est notre référentiel? Qu'est-ce qui va nous cadrer? Est-ce qu'on va être dans les constantes que vous avez mentionnées dans l'article 19 de la Constitution, c'est-à-dire que tous les règlements internationaux, etc., que le Maroc a signés sont cadrés à la fin par les constantes de la nation? Ou bien on va être dans ce que disait Nietzsche, le prophète de la postmodernité, qui disait il faut une rupture avec les traditions millénaires. Abdallah Laroui le répétait aussi, parce que c'était un grand adepte de Nietzsche, désacralisant, je cite Nietzsche encore, la vertu, la raison, la justice, la pitié. Donc ce qui est bon, c'est ce qui est fort, c'est ce qui survit. Et là, j'aurais une question, notamment dans le cadre de la modernité, c'est l'une des égalitaristes les plus connues, Simone de Beauvoir, disait « Tant que le mythe de la famille et de la maternité subsiste, la femme ne sera pas libérée ». Est-ce que vous êtes d'accord, par exemple, avec ce genre de propos de Simone de Beauvoir? Alors, ça c'est votre référentiel, vous êtes parti sur votre référentiel, et j'en retiens globalement, si je devais résumer les choses, synthétiser les choses, que le bonheur de la femme est inversement proportionnel à l'égalité qu'elle peut avoir avec l'homme. C'est bien. C'est pas moi, c'est les études de l'Université de Michigan. Bon, ouais, disons que je peux synthétiser globalement votre propos sur ça, si Ahmed Assid. Je crois qu'il ne faut pas justifier la discrimination. Il ne faut pas faire beaucoup d'efforts pour justifier des idées discriminatoires. L'égalité, aujourd'hui, c'est l'une des valeurs les plus recherchées à travers le monde entier, dans toutes les sociétés. Tout le monde rêve de cette égalité, c'est-à-dire les gens sont contre la discrimination. Sont contre être lésés dans leurs droits ou se sentir inférieurs aux autres, que ce soit des hommes ou des femmes. Alors, l'article 19. L'article 19, c'est le fruit de longues années de militantisme et de travail institutionnel. On n'est pas arrivé à l'article 19 comme ça. D'abord, il y a eu 2004. Et le Code de la famille, c'était pour la première fois une grande avancée vers l'égalité des sexes dans notre pays. Et 2004 a facilité, c'est-à-dire la rédaction de l'article 19 en 2011. L'article 19, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes dans les droits économiques, sociaux, politique, culturelle et environnementale. C'est important. Oui. Pour nous, c'est un grand acquis. Et la parité également. Bien entendu, la parité, c'est pas l'égalité, mais c'est un moyen. Parce que vous avez posé une question intéressante. Est-ce que c'est nécessaire de faire cette parité, de la réaliser? Je crois que oui. Parce que la parité facilite, c'est-à-dire l'évolution de la pensée citoyenne, surtout chez les hommes. Quand on voit des femmes dans un conseil, un grand nombre de femmes, presque 40%, 45%, 50%, ça change un peu les mentalités des hommes, qui sont un peu très archaïques. Je parle du Maroc. Et
en même temps, ça permet à la femme de montrer c'est-à-dire ses capacités, hein, sa compétence. Hein. Par exemple, si on prend un parti politique et que dans le bureau, il n'y a que des hommes, et dans la commission centrale, il n'y a que des hommes, par exemple, comment est-ce qu'on peut découvrir les grandes compétences de femmes dans ce parti politique? Impossible. Il faut leur donner l'occasion pour qu'ils travaillent au sein du parti, pour qu'ils produisent des idées politiques, pour qu'ils participent au débat, pour qu'ils président des chantiers. Hein. Donc la parité elle est importante sur ces deux niveaux. Mais excusez-moi, Ahmed Assid, ce que nous dit docteur Helou, c'est que physiquement, il a parlé de testostérone, il a parlé d'un certain nombre de choses. Physiquement, je vous vois sourire. Pourquoi? Je dis que physiquement, la femme n'est pas l'égale de l'homme. Parce qu'il ne s'agit pas parce qu'il s'agit pas du côté physiologique. L'être humain, c'est une raison, c'est une personnalité, c'est aussi des sentiments et c'est aussi une action. Hein, d'accord? Donc, aujourd'hui, les filles au baccalauréat ont 67% de résultats. Et 33% pour les garçons. Mais ça disparaît, ça s'évapore entre-temps dans le travail. Absolument, parce qu'on regarde toujours la femme à travers ces clichés, hein, qu'elle n'a pas les muscles de l'homme, qu'elle n'a pas les mêmes... Non, je crois que le concept d'égalité a été, c'est-à-dire pendant les 2 derniers siècles, a été forgé de manière philosophique pour le respect de l'être humain. La femme est un citoyen à part entier. Et on ne peut pas la sous-estimer sous prétexte qu'il y a un texte religieux ou bien sous prétexte qu'il a un problème... C'est ce qu'il a demandé, les références. Ah, ça c'est important. Sur lesquelles on parle. Oui, quelles sont les références? Il a posé une question intéressante. Eh bien, je crois que dans la Constitution, il y a le référentiel. Le Maroc a choisi de ne plus revenir en arrière et de ne pas rester figé dans le moment présent et d'aller vers l'avenir. Mais comment aller vers l'avenir? Bien entendu, en faisant un équilibre entre notre passé et entre notre avenir. Et cet équilibre, c'est avec un référentiel traditionnel ouvert, hein, et il faut rappeler la lettre adressée à monsieur le chef du gouvernement par le roi Mohamed VI, et il y a des phrases très très intéressantes. Il a parlé de prendre en considération l'évolution de la société, la mutation, l'ouverture de la société sur l'extérieur. Oui, sur l'extérieur, les principes religieux, mais aussi de pratiquer ce qu'il a appelé al-ijtihad al-munfatih. Pourquoi il n'a pas dit l'ijtihad? L'ijtihad al-munfatih, ça veut dire l'ijtihad, c'est-à-dire qui s'ouvre sur l'avenir et qui nous permet une relecture du référentiel religieux qui n'est pas, bien entendu, fermé. Hein. Le fiqh, c'est pas fermé. Hein, parce qu'il y a des fuqaha qui peuvent trouver des solutions pour la société d'aujourd'hui à partir de ce référentiel religieux, mais en essayant de prendre en considération tous les changements dans la réalité. Parce que finalement, le point, c'est-à-dire la plus grande force devant laquelle on ne peut pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vaincre, c'est la force de la réalité qui nous impose beaucoup de choses. Alors, je crois qu'il y a une différence au niveau de la perception de la réalité entre vous deux, docteur Helou, quand vous parliez. Vous avez parlé aussi des taux, du nombre des divorces. En creux, ce que j'ai compris, si c'est faux, vous me corrigez, ce que j'ai compris, c'est que cette plus grande liberté accordée aux femmes dans le fait, même dans le fait de divorcer, a augmenté le nombre de divorces. Bien. Or, il y a eu un code de la famille en 2004. Et puis 20 ans après, on est encore en train d'en faire un autre. Entre-temps, la société a énormément évolué. Et entre-temps, il y a beaucoup de migrations, de gens qui sont partis et de plus en plus féminisés. Quand on va demander aux femmes qui ont quitté, oui, ben parce que certaines règles, certaines réglementations ne nous arrangent pas. Alors, je vous pose cette question de comment le Maroc peut s'inscrire dans la marche du monde, dans l'évolution du monde,
tel que ça a été dit par Sa Majesté, tel que on le constate dans la vie de tous les jours, tout en maintenant sa spécificité culturelle et religieuse. On est bien d'accord sur le fait qu'il faut maintenir ce substrat, ce référentiel, mais il y a quand même des choses qui évoluent. Alors,